déclarer, rien à déclarer. Tu poses tes questions mais j'ai rien à déclarer. C'est pas tes mensonges qui vont me faire te parler. Je sais ce que tu veux, c'est m'auto-incriminer. Tu m'as mis la presse et j'ai refusé de comparer. Le braquage dans l'os immédiat qui t'a défait. Le combat c'est ma raison d'être, tant qu'à le courage et la fête. Dernière formation, on va faire usage de la... Bonjour et bienvenue dans Rien à déclarer. Aujourd'hui, nous accueillons Piotr. Moi, je m'appelle Piotr, j'ai bientôt 30 ans. Ça fait 2 ans maintenant à peu près que je m'organise dans le milieu politique autonome et que je participe aux activités et différentes actions des assemblées générales qu'il peut y avoir dans ma ville sur les thématiques qui m'intéressent. Je pense pour moi, la thématique qui me touche le plus et dans laquelle je m'investis le plus, c'est l'antifascisme pour plein de raisons différentes, de par mes origines et aussi parce que j'ai grandi dans un milieu où j'étais entouré de personnes qui étaient immigrées pour différentes raisons. Donc je pense que c'est la thématique qui me touche le plus et dans laquelle j'ai le plus envie de participer. Mais mon engagement politique, il est venu sur le tard, dans la manière concrète, de m'investir dans les assemblées générales et dans les différents lieux politiques de la ville, en particulier avec le mouvement des retraites de 2023. Ça faisait, je pense, très longtemps que j'avais des idées révolutionnaires, encore une fois de par le milieu dans lequel j'ai grandi, mais le départ en 2023 de la contestation contre la réforme des retraites, je pense que ça a été vraiment le point de départ de mon engagement politique concret, de participer aux actions et aux différentes choses qui pouvaient avoir lieu dans ma ville. Alors la garde à vue que je vais raconter, elle se déroule pour le coup après la fin de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. C'est fin ou début décembre 2023, il me semble. C'est un appel qui a été fait par des camarades d'une autre ville, de la ville dans laquelle je réside, pour appeler à se réunir contre un potentiel rassemblement de fascistes qui auraient envisagé de se réunir pour commémorer un événement historique. Donc pour moi, c'était ma première fois que je participais à une manif en dehors de la ville dans laquelle je réside. On s'est rendu là-bas avec des camarades en voiture. Le début de la manif, c'était vers 15h, je crois. Un truc plutôt classique, rassemblement sur une place, slogan, puis départ en cortège. En somme, la manif, elle a été très calme, on va dire, d'une intensité moindre par rapport aux manifestations antifascistes qui peuvent avoir lieu dans ma ville, qui sont plus intenses en termes, je pourrais dire, de dégradation ou de violence. Je crois que pendant la manif, il y a juste un bar qui se fait un peu attaquer parce que c'est un bar qui est connu pour accueillir des fascistes. À la fin de la manif, il y a un truc un peu bizarre qui se produit, c'est que le groupe politique de la ville qui avait fait cet appel décide que la dispersion se fait par petits groupes. C'est un truc qui est pas habituel pour nous, du moins c'est pas nous la manière dont on s'organise. On préfère se disperser plutôt en gros groupes pour éviter les effets d'interpellation isolée ou dans le cas précis là de se faire chasser dans les rues par les FAF. Donc on repart avec une dizaine de camarades, je dirais, de ma ville. Effectivement, ça ne manque pas. Pendant notre retour vers le point où on devait récupérer nos affaires pour ensuite rentrer chez nous, on tombe nez à nez avec des fascistes. S'ensuit une course-poursuite où, on les poursuit. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est sur un marché de Noël. Donc il y a tout un effet de décalage très fort entre la scène de poursuite et le marché de Noël bon enfant avec l'esprit de Noël, les petits stands et tout ça. Et du coup, les flics interviennent très vite. Là où pendant toute la manifestation, ils étaient restés assez distants de nous. Les flics interviennent très vite, ils chopent un camarade. Nous, on se barre. Et il s'ensuit un peu
on va dire, une scène d'errance parce que, en fait, aucun de nous ne connaît vraiment la ville. Et on ne sait pas comment retrouver le point où on est censé récupérer nos affaires pour ensuite se barrer tranquille. Mais donc on continue comme ça à déambuler dans la ville. Et ironie du sort, on retombe sur un autre marché de Noël. Il y avait 2 marchés de Noël dans la ville. Et là, à ce moment-là, en fait, il y a une bagnole de flics qui commence à nous prendre en chasse, où ils essayent de nous attraper. Et il y a un peu un effet de confusion où du coup, notre groupe, qui était même une petite dizaine de personnes, se scinde en 2. Et en fait, on commence à courir. Ce qui, je pense, est une assez mauvaise stratégie. Je pense qu'il vaut mieux se faire interpeller en nombre pour l'effet plus simple que ça a de gérer. Donc, il y a plein de stratégies collectives qu'on connaît et à mettre en place dans ces cas-là. Donc, en fait, on se tire avec 5-6 camarades et on commence à courir, mais il y a un camarade qui se blesse à la cheville en courant, enfin, une foulure ou quoi. Et donc, on se cache dans le hall d'un immeuble derrière des buissons. Donc, c'est une situation assez ridicule. Donc là, on se dit un peu, bon, ok, on va attendre quelques minutes, on va être tranquille, parce que bon, là, on vient de courir, c'était assez intense. Et donc, au moment où on se dit, on va se barrer, on commence à se lever, donc sortir des buissons et à marcher vers un chemin, quoi, qui longe un des fleuves de la ville. Et là, il y a une bagnole qui arrive plein phare. Donc, il était déjà un peu assez tard, quoi. Enfin, c'était en hiver, donc il faisait déjà quasi nuit. Et donc, en fait, on se dit naïvement, bon, c'est quelqu'un qui rentre à l'immeuble. Non, en fait, pas du tout. C'était juste les flics. Donc là, en fait, il y a plein de flics qui débarquent autour de nous et qui nous encerclent. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on est 5 ou 6. Et clairement, il n'y a pas moyen de fuir à nouveau et tout, quoi. Enfin, c'est juste là, c'est fini, quoi. Toutes les issues sont bouchées. On sait qu'on va se faire arrêter. Donc, les flics, ils nous alignent et ils commencent à vouloir nous fouiller et à nous demander nos renseignements personnels, quoi. Le petit état civil, c'est-à-dire notre nom, prénom, lieu de naissance, adresse et date de naissance. Et il nous demande aussi, il me semble, notre numéro de téléphone. Donc là, en fait, il y a un peu un réflexe qui est un truc, je pense, qui vient de la culture politique de notre ville et de la culture politique des groupes que j'ai pu côtoyer. C'est quand on se fait arrêter à plusieurs, c'est de donner un faux nom commun. Pourquoi ? Parce que ça permet d'emmerder les flics, concrètement. C'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est déjà arrivé des scènes dans notre ville où on se retrouve à se faire nasser à 50. On donne tous le même nom, donc Camille Dupont. Et en fait, pour vérifier notre identité, les flics, ils sont bien embêtés parce qu'ils ont 50 identités à vérifier et ça leur prend énormément de temps. Donc en général, ils finissent par lâcher l'affaire. C'est une stratégie qui a été éprouvée plusieurs fois, en tout cas durant les différents mouvements sociaux. Mais là, le truc, c'est qu'on est 5-6. C'est pas beaucoup comparé à 40, 50, enfin, on n'est pas un gros groupe, quoi. Mais il y a quand même ce truc un peu, je dirais, réflexe d'adopter cette stratégie. Donc on donne tous et toutes le même nom, une fausse adresse, un faux numéro de téléphone. Moi je m'amuse un peu, je me dis vas-y, j'aime bien les chiffres, je vais retenir mon numéro de téléphone et comme ça si on me le demande, je pourrais leur donner le même, quoi, un détail. Donc ensuite les flics, ils nous menottent, ils sont assez véhéments avec nous, je dois dire. Par exemple il y a une flic qui dit à une camarade de toute façon, toi, t'as vu, t'es pas une gonzesse. Les gonzesses, elles font pas ce genre de choses, quoi. On peut dire, les trucs qu'on s'imagine un peu stéréotypés sur les flics sont vrais. Et moi, c'était ma première garde à vue et je m'en suis vraiment rendu compte dans cette garde à vue, quoi. Ou par exemple, ils ont pas assez de menottes. Donc, avec un camarade qui est aussi un ami, ils nous menottent ensemble et on se tient la main parce qu'en fait, les menottes, elles sont trop serrées. Donc, si on bouge un peu, ça fait mal, quoi. Et là, il y a un flic qui lâche ils sont pas mignons à se tenir la main, les deux amoureux, ou un truc du genre, je sais plus, un truc comme ça, quoi. Donc, ils nous foutent dans le fourgon, ils nous emmènent au commissariat et ils nous placent dans une sorte de salle vitrée qui est la salle de vérif d'identité. Donc, en fait, on va en vérification d'identité. À ce moment-là, je crois qu'il y a déjà 1 ou 2 camarades en plus qui sont déjà fait interpeller, dont celui qui s'est fait interpeller au début de la course-poursuite.
Et voilà, donc ils nous font la classique, alcotest, ils fouillent nos affaires, machin, enfin rien de grandiloquent, quoi, mais la classique. On a une première audition, mais qui est très tardive. En fait, on attend très longtemps sans vraiment savoir ce qui se passe dans cette pièce de vérification d'identité, quoi. Il y a un peu tout un truc, bon, bien sûr, on se dit, on va rien déclarer, pareil, on se dit qu'on va garder l'identité fictive, enfin le nom collectif. Et donc on attend assez longtemps. Et moi, je crois que je suis auditionné pour la première fois au bout de, je sais pas, un truc genre 2h40, quoi. Enfin, c'est assez long. Sachant qu'en normalement, une vérif, ça peut durer 4 heures. Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais aussi tout un truc de stress parce que c'était la première fois que j'étais pas habitué. J'avais fait qu'une formation juridique pour me former à ces conseils de défense. Donc c'était un peu, on va dire, nouveau pour moi. En fait, ils ont peut-être quelque chose d'autre contre nous. Et la raison pour laquelle on est là, c'est peut-être pas juste la vérification d'identité. Donc j'ai une première audition avec un OPJ, un officier de police judiciaire, où voilà, il fouille, il fait l'état des lieux de nos affaires, il nous dit qu'on est placé en vérification d'identité, et grosso modo c'est tout. Il me redemande mon numéro de téléphone, donc je lui redonne le même. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un autre camarade pendant son audition qui a eu lieu juste avant moi. Le flic lui redemande son numéro de téléphone. Et le camarade lui donne un autre numéro de téléphone qu'il lui a donné au moment où on s'est fait interpeller. Et là, le flic lui a dit « Ah, mais tu vois bien, t'as donné 2 numéros de téléphone différents, c'est bien que c'est pas ton vrai numéro de téléphone. Enfin, tu vois, maintenant que tu m'as donné le vrai, on va pouvoir te retrouver avec l'opérateur. » Visiblement, enfin, je sais pas comment dire, quoi, mais suffisamment bête pour croire que si on lui a menti une fois, on peut pas lui mentir une deuxième fois. Du coup, moi, je suis ramené et les autres camarades dans la cellule de vérification d'identité. Et une horloge, donc en fait, on voit que le temps file, on sait qu'une vérif, ça peut durer 4 heures. Donc plus on se rapproche des 4 heures, plus on commence à croire que là, dans 20-30 minutes, on se barre, on retrouve les camarades et c'est réglé, quoi. C'était juste un mauvais moment qui a duré 4 heures. Bon, voilà. Pas agréable d'interagir avec les flics, mais c'est comme ça. Sauf que, en fait, je dirais 10 minutes avant la fin du délai des 4 heures, les flics arrivent, enfin l'OPJ arrive, il demande à un premier camarade de venir pour donner ses empreintes et sa signalétique. Donc se faire prendre en photo et donner ses empreintes. Le camarade ne déclare rien. Donc en fait, d'abord il l'emmène dans la salle et il revient, parce que le camarade n'a rien déclaré. Sachant que c'est un truc sur lequel on joue un peu politiquement pour les procès après, quoi. C'est-à-dire d'essayer de faire jouer le fait de ne rien déclarer pour la signalétique comme n'étant pas un refus qui est un délit, mais juste comme l'exercice de son droit au silence. L'OPJ à ce moment-là, il est assez énervé et en fait, il ne nous demande pas aux autres de venir. Il nous emmène pas dans la salle. Il nous demande juste est-ce qu'on va donner nos empreintes, et tout le monde répond rien à déclarer. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va se faire placer en garde à vue. Parce que du coup, eux, ils interprètent ça comme un refus et c'est délictuel. Donc on va se faire placer en garde à vue. Je pense que là, il est déjà quasiment, je sais pas, 22h, 23h, quelque chose comme ça, quoi. Pareil, il y a toute une scène hyper cliché, enfin vraiment la beaufrie stéréotypée des flics, où moi, au moment où on me notifie le fait que je vais être placé en garde à vue et qu'on m'emmène vers les cellules, en fait, il fait assez froid et moi j'ai envie de garder mon pull, sauf qu'il y a une lanière à la capuche de mon pull, quoi, pour pouvoir la serrer, et on n'a pas le droit d'aller dans les cellules avec. Bon, j'imagine pour des risques de gens qui essaieraient de se faire du mal ou je ne sais pas quoi avec la lanière. Et donc moi je regarde, j'essaie de l'enlever, j'y arrive pas, et bon, je regarde l'OPJ, je lui dis c'est pas grave, au pire, si vous pouvez la couper, moi c'est ok pour moi, je veux juste garder mon pull parce qu'il fait pas chaud, quoi. Et il y a un de ses collègues qui regarde l'OPJ et qui fait ah bah ouais, pas de problème, moi j'ai un gros couteau, en pointant du doigt sa bite. Donc c'est vraiment, c'est assez dingue de voir à quel point en fait les clichés peuvent être vrais, quoi. Enfin dans le cas des flics, quoi, c'est vraiment un truc, qui dit ça, quoi. Je sais pas, à part le tonton beauf à Noël, mais c'est vraiment, c'est abusé, quoi. Donc on se fait placer en cellule avec mon ami et camarade. Donc on est tous les deux dans la cellule, ça c'est assez cool.
Je pense on est tous les deux novices et c'est quand même assez rassurant de se dire que là, potentiellement, on est là pour 24 heures et que on va être tous les deux et c'est cool, quoi. Ça a un effet rassurant. Je crois qu'il y a une autre personne dans la cellule qui est un mec qui a, de ce que j'ai compris, battu sa femme. Et plus tard, il y aura une autre personne aussi qui arrivera juste un tout petit peu après, qui est quelqu'un qui a été arrêté, je crois, pour ivresse au volant. Enfin, pour le non collectif, je pense, et je n'engage que mon opinion là-dessus et pas celle des autres camarades, mais que c'était une erreur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la stratégie du non collectif, elle repose sur le fait que tu englues le processus de vérification d'identité des keufs. C'est-à-dire, t'es 50, tu donnes tous et toutes un non collectif, Camille Dupont par exemple, qui est celui qu'on utilise communément. Et du coup, ils peuvent pas vérifier 50 personnes. Ils vont pas mettre 50 personnes en vérif d'identité dans un comico. Ils ont pas la place. Donc dans ces cas-là, ça marche plutôt bien. Mais là, le truc, c'est qu'on était 6-7. Donc je pense que c'était assez naïf de notre part de croire qu'ils allaient pas nous garder alors que c'est que 6-7 personnes. Donc le temps passe, il y a pas grand-chose. Je pense qu'en fait, on cogite pas mal. Si à un moment, je vais voir le médecin aussi. Je suis quelqu'un d'assez anxieux pour qui les pensées un peu négatives et en boucle, elles peuvent se bousculer assez rapidement. Donc, je vais voir le médecin. Clairement, il a pas d'anxio, c'est un vieux médecin, il en a rien à foutre. Enfin, c'était vraiment le truc inutile au possible, quoi. Limite, c'était juste divertissant, quoi. Ça faisait un peu passer le temps. Le temps passe. Le lendemain, l'OPJ revient nous voir pour nous demander si on veut nous donner nos empreintes. On déclare toujours rien. Ça, je crois que c'était le matin. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un des premiers camarades qui sort. Donc en fait, il nous dit qu'il va sortir en criant dans les cellules. Mais on ne sait pas pourquoi il sort. C'est-à-dire, on sait pas, a priori, on ne sait pas s'il a donné ses empreintes, s'il a donné son identité. On ne sait pas ce qui se passe. Juste, il sort. Donc ça commence à un peu... je dirais que c'est un peu le premier truc qui vient fissurer un peu la sorte de pseudo-stratégie collective qu'on avait. Et ensuite, peu de temps après, il y a 2 autres camarades qui nous disent au travers des cellules qu'en fait, ils ont parlé au commis d'office. Et sur ces informations-là, en fait, ils vont sortir parce qu'ils ont décidé de donner leurs empreintes et leur petit état civil. Donc en fait, déjà, là, on était 7-8 et il y en a 3 qui lâchent le truc. Donc, il y a un effet un peu de... Vraiment, la stratégie, elle se fissure, quoi. Et moi, avec mon pote, on est là un peu en mode... il y a le stress, enfin, il y a le côté où, bien sûr, t'as qu'une envie, c'est de te barrer, quoi. Enfin, il y a beaucoup de bruit, il y a la lumière, enfin, c'est genre juste... De façon assez évidente, c'est pas agréable, on a envie de se barrer. Et du coup, on commence à moins y croire que la stratégie collective, elle a un quelconque effet. Donc, au bout d'un moment, l'OPJ revient nous voir et il nous demande, il demande à mon pote, est-ce que tu donnes tes empreintes? Et il y a un truc où en fait, on était un peu dans la discussion, on tient, ouais, mais en fait, on veut se barrer, et tout ce côté stress qui fait qu'en fait, on me lâche. Donc en gros, mon pote, il donne ses empreintes et on lui demande pas son identité. Donc en fait, il est sous X, mais il a donné ses empreintes. Du coup, il revient dans la cellule, il me dit ça, et moi je me dis, c'est pas si pire en fait. Parce que au pire, ils ont mes empreintes, mais ils ont pas mon identité. Donc juste, toutes les prochaines manifs, toutes les prochaines actions, il faudra juste que je fasse méga gaffe à ne pas laisser traîner mes empreintes. Donc je me dis, ça va. Peut-être c'est un moindre mal, au moins là je sors. Et dans 3 heures, on rejoint les camarades, on va se faire un gros McDo et on rentre. Et donc l'OPJ vient, il me dit, est-ce que tu veux donner tes empreintes? Et du coup, moi je lui dis oui, parce qu'il y a un peu l'effet, donc voilà quoi, tout l'effet de craquage, de stress, de me dire que c'est pas si pire, j'y vais. Et je donne mes empreintes. Sauf que là, il me regarde et il me fait, maintenant, il me faut votre nom et votre prénom. Et là, je pense que ça a été un peu le clou dans le cercueil. C'est une grosse erreur de ma part. Enfin, politiquement, du moins, je regrette. C'est que du coup, j'ai donné. Juste, j'étais là en mode, je veux me barrer. Là, j'ai saturé. J'ai cru que ça allait bien se passer. Enfin, bien se passer. Dans une certaine mesure, on va dire. Que c'était acceptable, la perte, de juste donner ses empreintes. Bon, stratégiquement, c'était débile. Je le reconnais. Et donc, ils nous ramènent en cellule.
Je pense que ça dure 1 heure. Mon pote, il sort. Moi, peu de temps après, on vient pour me rendre mes affaires. Et donc, on finit par sortir du commissariat au bout de 20 heures de garde à vue. Super cool et de faire confiance à ses camarades. Il y a des camarades qui sont relayés pour nous attendre devant le commissariat. Ça faisait genre vraiment chaud au cœur de les retrouver, quoi. Enfin, en tout cas, du moins pour les prochaines fois, ça donne une sorte de truc tacite où même si t'es tout seul ou avec peu de gens dans ta cellule, tu sais qu'il y a tes camarades dehors qui veillent à gérer le truc, d'avoir tes 48 heures de représentation, de t'attendre si tu sors, peu importe le moment et tout, quoi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et voilà, on a fini par rentrer dans notre ville. On avait une convocation pour un procès qui était 3 mois après, donc juste pour le refus de signalétique, quoi. C'était le seul truc qui nous était reproché. Il y a quand même un truc qui m'a un peu fait chier. Donc quand je sors, je regarde quand même sur le code pénal le motif pour lequel je suis poursuivi. Et en fait, je me rends compte que pour ce délit-là, tu peux pas avoir de supplétive. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent pas te recoller 24 heures de gave. Parce qu'à un moment, oui, c'est un truc que j'ai oublié de préciser, c'est ce sur quoi a joué l'OPJ. C'est-à-dire, quand il est venu nous voir pour nous demander si on voulait donner nos empreintes, il nous a dit, en fait, sinon, je vais vous recoller 24 heures. Sauf qu'en fait, il pouvait pas. Donc, littéralement, il y avait un truc où on attendait juste 4 heures de plus. On avait déjà fait 20 heures. Et on sortait automatiquement sous X sans donner nos empreintes. Il pouvait pas nous garder. En fait, ça m'a rendu encore plus pantois sur le conseil qu'a pu donner le commis d'office aux camarades. C'est-à-dire de leur dire, maintenant, vous pouvez tout lâcher. C'est complètement absurde. Autre chose, c'est que du coup, il y a des camarades qui sont sortis sous X. Et donc, ça produit un effet où ils ont été jugés sans être présents. C'est ce qu'on appelle le jugement par contumace. Je pense que ça peut engendrer un certain nombre de problèmes. Parce qu'en fait, t'es pas là, t'es pas au tribunal, il y a personne pour te défendre à la barre. Donc, en général, les peines qui tombent sont plus lourdes. Et ça peut en particulier être problématique quand tu es déjà connu des services de police, quand tu as déjà, par exemple, peut-être donné tes empreintes. Si un jour, tu te refais arrêter, qu'on te retrouve, qu'on te réassocie à ce délit, eh ben, tu vas prendre la peine plus lourde. Donc on s'est tourné vers nos avocats pour nous défendre, et ça a plutôt bien marché parce qu'en fait, on a obtenu la nullité de la procédure. En effet, disons, la première procédure judiciaire à laquelle on a été confronté durant ce moment, c'est la vérification d'identité. Or, durant une vérification d'identité, on doit normalement être présenté devant un OPJ le plus rapidement possible suite à notre interpellation. Mais en fait, il s'avère que, comme je l'ai raconté, pour moi, c'est arrivé, je crois, 2h57 après. Donc, c'est le vice de procédure qui a voulu soulever l'avocat le jour du procès. Et ça a super bien marché, en fait, parce que même la procureure, en fait, elle a dit d'elle-même, non, mais là, effectivement, je peux rien faire, il y a un vice de procédure. Tu es le maillon faible. Au revoir. Elle a eu tout un discours un peu dithyrambique sur le fait que oui, mais il faut pas que ça se reproduise plus tard, au vu des événements qui pourraient avoir lieu avec les manifestations de gauche dans notre ville, machin. Enfin, c'était assez drôle, quoi. Je crois que le procès, au total, il a duré, 20 minutes maximum, quoi. Donc on est tous sortis, on a tous eu la nullité. Et il y a une manif qui passe juste devant le tribunal. Du coup, on sort du tribunal et on se fout dans la manif. Et c'était un peu une conclusion assez rigolote à cet épisode, quoi. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Deezer et SoundCloud. Suivez-nous également sur Instagram pour ne rien manquer. N'hésitez pas à le partager autour de vous et merci pour votre soutien.